Salut à tous, je vous propose ici un deuxième épisode avec cette équipe parmesane. On a dans le premier épisode relaté un petit peu ce qui s'était passé en première saison avec une montée donc en Serie A, avec aussi un petit parcours surprenant et brillant en Coupe d'Italie puisque on a réussi à la surprise générale à arracher ce trophée. Et puis après, bah, se pose une nouvelle question hein, quand on démarre une deuxième saison, évidemment. C'est à la fois lié aux finances, hein, parce qu'il faut arriver à tenir la route quand on est dans un club. Pourquoi j'ai choisi Parme notamment, non seulement parce qu'il y a le projet de la série B dont il faut s'extraire, alors ça c'est rapidement fait. Il faut reconstruire un groupe en entier. Et puis il y a aussi économiquement des limitations, comme par exemple la capacité du stade. La capacité du stade est Ennio Tardini, un stade qu'on connaît tous si on a souvenir de Parme d'il y a 20-30 ans. C'était déjà ce stade-là, et puis voilà, 22 000. Hein. Ça veut dire que le modèle économique, il n'est pas, il est pas fabuleux, il est même carrément dangereux quand on veut commencer à se comparer aux très très grosses équipes. Et voilà, j'ai un solde général négatif, mais par contre, on est bénéficiaire chaque mois. Donc ça, c'est quand même une chose que je regarde beaucoup parce que s'il n'y a pas de s'il y a pas de stabilité financière, ben on est vraiment très très embarrassé. On a bougé pas mal hein, sur le marché des transferts au cours de l'été, puisque on a accueilli Daniel Naumov. Alors ça, c'était une fin de contrat, c'est un gardien bulgare qui semble donner des signes de gardien qui nous rassurera pas mal. Euh, En marge de ça, je suis allé chercher un jeune Italien espoir, Tommaso Martinelli. Donc là, on est plus pour préparer le moyen terme, voire le long terme. Investissement de 5 millions total, mais en fait c'est toujours un fixe qui est assez faible, plus des bonus. Hein. Moi je paye de manière étalée sur 3 ans en général ces transferts-là. Alan Maturo aussi, je l'ai pris, un défenseur uruguayen qui est à mon avis assez prometteur, mais déjà relativement bon, qui peut nous tenir la baraque derrière. Donc ça, c'était aussi un bon investissement. Euh, on est tombé ensuite, à force de faire du scouting, sur Andrei Borza. Alors ça, c'est un Roumain. Il a 18 ans là, à l'été 2024. Et puis, ma foi, il a déjà plutôt tous les indicateurs de quelqu'un qui va être assez intéressant. Et puis, encore au-delà, j'ai essayé de sauter sur ce que je croyais être une opportunité. C'est Gustavo Sa, un jeune milieu plutôt offensif portugais. On va voir ce que ça donne sur la saison. Est-ce que l'investissement était fou ou est-ce que ça va plutôt être positif. Après, il y a une bonne affaire sur laquelle il n'y a pas grand-chose à redire. C'est Luca D'Andrea. Donc ça, c'est un petit ailier droit. Hein. En général, je le fais jouer ailier droit italien. En plus, il a un statut qui est plutôt confortable, joueur de rotation, donc il n'a pas été trop gourmand sur le statut. Puis après, j'ai commencé à lâcher des thunes et je me suis vraiment demandé si c'était bien ou pas de le faire. On a discuté dans les commentaires avec certains d'entre vous sur Claudio Echeverri. Alors c'est rigolo, il a joué l'autre jour avec City IRL, mais euh, Echeverry, bon voilà, bah, qu'est-ce que ça va donner? Petit milieu, enfin milieu de petite taille argentin, jeune, amené normalement à beaucoup progresser. Son espèce d'alter ego, mais en défense, qui vient là aussi de River, et où on a arraché là aussi à coups de millions, hein, Ulises Jiménez. Donc lui, je projette une reconversion en tant que défenseur latéral droit pour essayer de profiter de certaines qualités, mais il pourra jouer aussi en défense centrale. Après, il restait moins d'argent, hein, puisqu'on a commencé à dépenser pas mal. Gianluca Prestiani, là aussi c'est un Argentin, il a une double nationalité, ok, très bien. Ailier, pour occuper le poste d'ailier droit avec Luca D'Andrea. Et puis, euh, et puis finalement, on va se retrouver avec une signature qui pour moi est essentielle. C'est pas celle d'Esposito, c'est celle de Federico Redondo. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé quand même relativement juste en termes de talent au milieu du terrain. Voilà.
Donc ça, c'est pour planter le décor. Ça, c'est le 24 août. Ok, et le 24 août, ben, on avait terminé nos matchs amicaux. Je vous avais laissé là-dessus. Bon, très bien. Ensuite, que s'est-il passé? On avance de petite dizaine de jours là pour constater que au début de saison, de toute façon, il faut pas être trop ambitieux. On a, on a, on a fait 2 matchs nuls d'entrée, un au Napoli, ce qui est plutôt un bon résultat, un autre face à la Fiorentina, mais ça c'est pas non plus un mauvais résultat. Puis on a eu le bonheur de battre Bari, donc plutôt 5 points en 3 matchs. Moi je dis c'est plutôt pas mal. Avec aussi une petite précision, c'est que j'ai réussi à arracher le prêt. Donc on avait vu Esposito, je vous l'avais dit, et j'ai réussi aussi à arracher le prêt parce que j'étais court d'un milieu de terrain supplémentaire. Pour la 2e année consécutive, on va se faire prêter Giacomo Faticanti. Alors ça c'est une cible, hein, il a une cible dans le dos pour moi. Je cherche vraiment à le séduire pour pouvoir ensuite le signer. C'est un milieu de terrain prêté par la Roma. Voilà, et puis j'ai aussi prêté pas mal de joueurs en lesquels certains je crois, d'autres je crois moins. J'ai vendu Bournette, enfin, on a été obligé de faire pas mal de ménage. Mais après, il y a des joueurs là dans le lot. Par exemple, Urbanski est très fort, hein. C'est simplement que je voulais privilégier d'autres pistes. Martin Turk, c'est pareil, le Slovène. Peut-être qu'il reviendra, autant il reviendra, il sera titulaire, hein. On va voir. Il y a plein d'options ouvertes à ce stade-là. Et on a le plaisir de jouer la phase de championnat de l'UEFA Europa League en espérant s'en extraire. Donc la saison est plutôt alléchante avec, je vise une espèce de milieu de tableau pour ce qui est de la Serie A. Et puis pour ce qui est de la Coupe d'Europe, essayer de sortir de la phase des poules, on va dire, hein. Enfin cette phase de championnat maintenant de 8 matchs. Vous voyez, ça va nous mener assez loin. Donc Slovan Bratislava, Anderlecht, Getafe, ensuite Braga, Portugal, Antwerp, encore un club belge, et puis l'Apoel, c'est Nicosie, hein, c'est les Chypriotes. Et puis ça terminera avec la réception de Fenerbahçe en janvier et un déplacement de tous les dangers à United. Donc voilà, ça c'est un petit peu la plage que je vais vous proposer, hein, de calendrier ici, sur cette espèce de passage en revue. On démarre tactiquement de manière assez imposée par le statut des joueurs, vous voyez. J'aimerais jouer avec un milieu défensif, mais au final, je me retrouve un peu piégé par mes achats. C'est-à-dire que, bon, Redondo, il est vraiment bon, hein, mais je le limite un peu si je le fais jouer milieu défensif. Il est meilleur en, en milieu box-to-box ou en milieu axial. Donc ensuite, le statut de certains, regardez, quand on voit les statuts, on comprend beaucoup de choses, hein. Verbancic, il est vedette. Ok, donc il doit jouer quasiment tous les matchs. Naumov, gardien, ça posera pas de problème. Par contre, devant ma rotation pour l'attaquant entre Semedo, joueur révélation de la saison précédente, et Esposito, l'équilibre va être délicat à trouver, étant donné que l'un titulaire régulier, je n'ai pas réussi à faire mieux, et l'autre est important. Bon. Et après, il y a aussi, pour moi, l'écueil principal, c'est pas tellement la rotation au poste d'avancante, j'arrive encore à m'en sortir, je pense. C'est plus le statut de Etcheverry et la présence également de Gustavo Sa. C'est-à-dire que je suis obligé de jouer le plus souvent possible avec un milieu offensif. Alors que de manière assez naturelle, j'aurais plutôt tendance à vouloir placer, vous voyez, comme ici, un milieu défensif qui serait plutôt alors Faticanti, ou alors ça peut être également Stanko Juric, le croate, une valeur sûre, physiquement, mentalement, un peu moins techniquement. Mais voilà, donc c'est un petit peu
l'hésitation qu'on peut avoir à ce moment-là. Après, il y a toujours ces promesses à tenir, hein, quand on va sur les promesses. On va se retrouver avec les mecs qui veulent jouer à tel poste et dans tel rôle. Donc, en fait, je suis très très cadenassé par beaucoup d'éléments. Puis j'ai aussi quand même la pression des résultats. Va se passer aussi une espèce de mini-drame dans mon équipe à ce moment-là, c'est que évidemment, on n'a pas assez de joueurs formés au club pour pouvoir ambitionner d'inscrire tous ceux que j'aimerais faire jouer, bien sûr, on s'en doute, euh, en Europa League. Hein, le moment de l'inscription en Europa League, il est délicat. Et ça va me fâcher, ça va me foutre un petit peu la brouille avec deux trois joueurs, lesquels je vais vous le montrer tout de suite, avec nos amis, et je compte sur eux, hein, et ils sont importants aussi, hein, avec, alors on va vous retrouver ça de suite, avec Gennaro Tutino, vous voyez le non inscrit ici là, ça, le jeune portugais, il est pas content. J'ai dû tenir avec une espèce de promesse, mais contre une note moyenne. Bref, voilà, c'est encore une fois une promesse, c'est dur. Battistella est pas content. Bon bref, je vous le spoile pas, il va finir par partir. Et Tutino et parti Pilo, j'ai pas pu les inscrire, impossible. Sinon, j'allais mécontenter un joueur que je considère comme plus important, ou sur lequel j'ai fait un gros investissement financier. Donc, c'est compliqué, mais par contre, vous voyez là maintenant, entre-temps, je suis passé au 15 novembre. Par contre, en termes de résultats, c'est royal. C'est-à-dire que on est entre guillemets invincible. On est cinquième. Bon, ça c'est encore assez transitoire, mais surtout zéro défaite. On est la seule équipe invaincue à ce moment-là avec la Fiorentina. Mais par contre, on fait tout le temps des matchs nuls. C'est ça qui est rigolo. Et en Europa League, dans le même temps, ça se passe très très bien. 4 matchs, 4 victoires. Mais vous voyez, c'est très très représentatif de ce début de deuxième saison. Le nul à Vérone, le nul à domicile contre l'Atalanta, le nul à Cagliari, même si là il y a un petit exploit, la victoire à la Lazio. Le nul à Sassuolo. En fait, on fait des nuls, et puis en championnat, on n'arrive jamais à gagner par plus d'un but d'écart quand on arrive à gagner. Donc c'est très difficile. Euh, Beaucoup de matchs nuls. Après, il y a des bons matchs nuls, hein, extérieurs, Milan AC, c'est pas mal. Hein. Et puis par contre, voilà, en Europa League, on fait tourner, hein, en général. J'ai tendance à faire jouer, regardez, la petite compo, le petit jeune Martinelli, tant qu'à faire, faut faire jouer, hein, faut commencer à l'introduire dans la rotation. Dès que je peux, je repose mes latéraux, mais pas sur ce coup-là. Faut faire jouer un petit peu Lautaro Valenti. Puis on fait une petite rotation sur les ailiers. Puis là, Semedo avait joué contre Anderlecht, mais on essaye aussi de donner du temps de jeu à Esposito. Ça va pas mal, et puis financièrement, vous voyez, ça va de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'en fait, les victoires nous rapportent des primes, on remonte la pente tout doucement. Si ça continue comme ça, on terminera la saison, on sera en solde à équilibre, alors on aura démarré à -12. Donc on gagne plutôt de l'argent, ça veut dire que pour le moment, salarialement, on n'explose pas tout, même si, regardez, un petit détail qui vaut son pesant de cacahuètes, j'ai été obligé d'accepter un salaire mais totalement démesuré pour Alessio Circati. Mais en même temps, formé au club, c'est notre défenseur poutre. On ne peut pas faire autrement que conserver ce joueur-là. Je lui ai signé 250 000 par mois, quoi. Donc là, on est dans l'exorbitant. Jamais j'aurais dû donner autant d'argent, mais j'ai pas eu le choix. Donc voilà, à part ça, la masse salariale, elle est totalement maîtrisée. La tactique, on est toujours sur ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'on va y avoir une alternance entre du 4-5-1. En général, le 4-5-1 avec mentalité prudente, il marche super bien. Tout le terrain est quadrillé, à peu de choses près. Donc ça, c'est juste sur les rôles, hein, qu'on peut arriver à équilibrer ces choses-là. Par exemple, hop là, si on fait une adaptation du latéral, ça c'était une rotation, j'avais mis Sori qui jouait pas ce match-là, et qu'on fait ici, par exemple, un rôle d'ailier pour D'Andrea, tout de suite, on quadrille un peu mieux, on a moins de zones rouges,
Et puis, c'est pareil ici, hein, si à Estevez, on lui dit meneur de jeu avancé, attaque, on va avoir une meilleure couverture de la zone. Bref, voilà. Toujours pareil, la tactique, très intéressant à Football Manager. Et puis, on peut peaufiner notre tactique au fur et à mesure, hein, en essayant aussi d'adapter au rôle. Vous voyez là, par exemple, Esposito, il n'est pas dans le rôle qu'il préfère. Il faut, ça c'est plutôt le rôle de Semedo. Lui, Esposito, il veut jouer attaquant en retrait, avec toutes ces problématiques qui font que soit vous gardez une bonne ambiance dans votre équipe, soit ça commence à partir en sucette, et après c'est irrattrapable. Donc à ce moment-là, ce qui me satisfait pas mal, c'est que Vivaldo Semedo commence à marquer. Alors que jusque-là, honnêtement, c'était tendu. Il a connu un début de saison délicat, et puis là il commence à planter. Regardez, on va se déplacer encore d'1 mois et demi en avant. Donc 29 décembre, au moment de la trêve hivernale, pour constater que la mayonnaise prend. Ça se passe super bien. Il y a de plus en plus de bonnes performances. Regardez plutôt ici, on a enchaîné ici toujours des victoires en Europa League, mais ça à la limite c'est pas un scoop. Mais surtout voilà, un bon match nul à la Juve, victoire contre l'Udinese. Bon, le match nul à Frosinone, et franchement, je m'en serais passé. Et derrière, enfin, le premier carton de la saison, c'est contre la Spezia. Donc là, waouh, ça m'a fait tout drôle, mais on leur a mis 5-1. 5-1 avec des bonnes notes pour les joueurs. Vous voyez, j'avais fait un peu fait encore de la rotation dans mon jeu, ma composition, pardon. Et on voit qu'on arrive, vous voyez donc bientôt le mois de janvier, arrive une demi-finale de Supercoupe contre l'Inter. En termes de positionnement, là dans les compétitions, on est nickel, hein. On va se qualifier en Europa League pour la phase suivante. En championnat, on est en train de dire que la relégation, bah, ça nous concernera même pas. Au niveau des transferts, en revanche, j'ai pas bougé, rien n'a changé, c'est normal, on était hors mercato, mais j'ai pas non plus de particulièrement d'arrivée que je souhaite lever. On a, s'il fallait, 3 et quelques millions, pas mal de marge salariale, j'aime bien en garder toujours, je trouve ça important. Les finances continuent à aller, bref, les tactiques, ça continue aussi à se passer de la manière que je veux. Et puis on commence à avoir de l'entente joueur, vous voyez. Missori Prestiani d'un côté, Delemonac avec Borza. La charnière aussi aime jouer ensemble et Verbancic et Redondo constituent un milieu central pour cette équipe de toute première qualité avec grosse entente. Donc c'est pas mal, hein, tout ça, ça prend une bonne forme. La question qui va se poser, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on fait au mercato? Bah, au mercato, je vais vous montrer de suite, j'ai décidé de ne pas bouger. J'ai décidé de stabiliser l'effectif, de surtout pas dépenser d'argent. Pour autant, regardez, il y avait eu de l'argent qui nous avait été injecté parce que le club a contracté un prêt. Je vais regarder à dette et emprunt ici, là c'est assez intéressant. Le club a contracté un crédit de 29,5 millions qui nous a permis à la fois d'injecter de l'argent dans les caisses, mais je le vois pas, hein. Je le vois pas, mais bon, c'est pas grave. Le solde, de toute façon, je vous ai dit qu'on allait terminer proche de zéro. Mais surtout, c'était pour nous dégager du budget transfert. Bon, ben moi, j'ai décidé de pas bouger. Je veux pas hypothéquer la suite de la partie juste par quelques décisions mauvaises. On notera ici que Vivaldo Semedo est dragué par l'Atalanta. Donc j'ai réussi à tenir, j'ai réussi à le garder. Il commence à planter de plus en plus en Serie A. 8 buts en 14 matchs titulaires, c'est pas mal. Et, dans mon projet, ouais, je veux garder Semedo. Je pense qu'il a encore un petit rôle à jouer avec cette équipe-là. Après, si à un moment donné il y a une offre impossible à refuser, ben on sera bien obligé, mais
pour l'instant, je résiste. On voit que certains joueurs ont progressé, hein, quand on regarde le niveau actuel de Etcheverry, de d'autres, hein, enfin même Schiavulli, le petit Argentin que j'avais recruté l'année précédente, progresse. Tout le monde progresse. J'ai commencé à me pencher aussi sur l'entraînement de manière encore un peu plus détaillée. Et, euh, et puis surtout, ça se passe pas mal en termes de résultats, hein. Alors ok, on a été battu, première défaite de la partie. On a été battu 2-1 par l'Inter en demi-finale de Supercoupe. Mais en championnat, on est plus que jamais placé. 9 victoires, 11 défaites. 9 victoires, 11 matchs nuls, 0 défaite. Un différentiel de plus 15, parce que nous on marque moins de buts que les grosses équipes. Mais voilà, vraiment une bonne séquence. Que dire de plus? Bah, c'est que par exemple on a quand même réussi à taper Napoli 4-1. Excusez du peu. Alors ça c'était quand même pas ridicule. Je crois que c'est le plus beau match pour nous de la saison. 4-1 avec un triplé de Vivaldo Semedo. Donc ouais, c'est vrai que là, faut quand même admettre qu'il a été brillant, notre jeune buteur portugais. C'est pour ça aussi que j'ai du mal à le lâcher. Parce que je me dis qu'en fait, il a encore des choses à faire, hein. Donc voilà, ça travaille au milieu, hop, et Etcheverry qui trouve la bonne passe, et Semedo qui envoie un super tir à l'entrée de la surface. C'est souvent magnifique les buts de Semedo, hein. Ici, c'en est un qui est amené par Luka Verbancic. Alors celui-là est beaucoup moins joli. Mauvaise défense, dirons-nous. Alex Meret n'a rien pu faire. Mais en tout cas, voilà, ce triplé, il a été incroyable. Premier triplé significatif de la partie. Et donc, je vais essayer de m'accrocher à ce joueur. On fait tourner en Coupe d'Italie. On fait tourner aussi en phase du UEFA Europa League. Puis regardez, je vais avancer d'une quinzaine de jours pour terminer ce point sur la situation. C'est ici, 1er février 2025. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas bougé au mercato. Je pense qu'il faut faire progresser tout le monde et ne pas chercher à dépenser trop l'argent financièrement. On est à -4, c'est nickel. On continue à glaner des primes par-ci par-là. Transfert, vous voyez, je me suis même encore donné un peu plus de marge pour pouvoir recruter après dans la période qui va suivre avant le début du mercato d'été. Je pense que c'est un bon moment pour agir parce qu'il y a des joueurs qui vont à un moment donné se montrer intéressés. Et puis, tiens, regardez, le truc le plus significatif pour moi à ce stade-là, c'est les statistiques en Serie A. Voilà, ça, c'est le plus important. Le reste, c'est de la décoration. On a joué 22 matchs. Les seuls qui ont plus que 7 de moyenne, c'est le gardien, donc ce Bulgare est vraiment efficace. Semedo a quand même mis 11 buts en 16 matchs, c'est pas mal du tout. Romero, c'est pas mal blessé, ça fait un mois qu'il est blessé, mais auparavant il avait été bon, le joueur que le Milan AC nous prête. Et puis après, on notera l'excellente moyenne de quelqu'un qui est un peu utilisé en super sub, à savoir le jeune portugais Gustavo Sá, pour lequel je vous disais que je me posais des questions en début d'épisode, à savoir est-ce que j'ai bien fait ou pas de lâcher autant d'argent, c'était 5,5 plus des bonus, pour monter un total de 12 au total si tout est payé. Voilà, donc j'ai choisi de ne pas bouger. Pour autant, il y a une nouvelle inouïe. Alors il faut que j'aille dans le recrutement, dans ma sélection de joueurs. Il y a une nouvelle absolument incroyable qui est le mécontentement d'un joueur qui est une superstar actuelle. Où est-il? Donc ce n'est pas Garnacho, mais je vais vous le trouver de suite. C'est notre ami du Barça, évidemment. Petit espagnol, ailier droit. Je pense que vous l'avez avant moi.
Lamine Yamal. Qu'est-ce qui se passe avec Lamine Yamal? Il a 17 ans, il est mécontent. Bon, il a une valeur qui est considérable, mais je pourrais toujours me le faire prêter peut-être. C'est un peu ça que je vise. Lamine Yamal, il est mécontent pour une raison très simple, c'est qu'il ne joue pas en équipe d'Espagne. Bon, d'accord, super. Et du coup, il est mécontent, il a même obtenu d'être placé sur la liste des transferts dans ces jours-là. Donc, je vais scruter, parce que s'il y a moyen de le prendre, alors certainement pas de payer le transfert, hein, mais de le prendre au moins pour une année, pourrait nous donner un gros coup de boost, l'ami Yamal. Après, j'ai beaucoup de joueurs que je vise, hein. Par exemple, un jeune croate de 17 ans qui s'appelle Luka Vučković. C'est un défenseur. Lui me paraît très intéressant. Esteban, pourquoi pas, mais de manière un peu plus claire, pardon, j'ai repéré un Norvégien là qui s'appelle Sverre Alzet Nipan. Alors lui, il a l'air vraiment très fort. Je me demande, et en plus, ça coûte pas cher. C'est ça qu'il faut voir. Et sinon, une autre cible que j'ai en tête, c'est Costa Nedeljkovic. Et ça aussi, ça pourrait être un latéral droit qui viendrait aider Missori et permettre peut-être à Jiménez de jouer un peu plus de son côté. On n'oublie pas, bien évidemment, le joueur que je m'étais fait prêter l'année d'avant et vis-à-vis duquel je n'ai absolument pas abdiqué, mais simplement il va falloir juste faire une année sans lui. C'est Davide Bartezaki. Donc lui, bon, ok, très bien, il est en prêt en Angleterre et on va s'attaquer à son dossier là encore dans les 6 mois à venir. Et donc, en espérant proposer dans l'épisode prochain un beau résultat pour cette Serie A 2024-2025 et peut-être, qui sait, un parcours en Coupe d'Europe intéressant. On est en quart de finale de Coupe d'Italie. Peut-être c'est jouable à la Roma après tout. On est capable de tout en fait avec ces jeunes qui sont très intéressants. Voilà. Avant de vous quitter, un petit point sur 4 aspects du jeu. Alors, je vais commencer par parler de tout ce qui peut être de l'ordre de l'évolution de votre entraîneur. Moi, j'avais choisi de prendre un entraîneur de base qui était assez faible. Il était vraiment pas connu, il avait un diplôme continental B. Et puis, on voit que il a quand même commencé à évoluer en termes de caractéristiques. Après, je me tape toutes les conférences de presse, j'essaye de pas mécontenter les joueurs, c'est quand même pas mal, c'est assez lourd parfois. Il avait des attributs de départ qui étaient quand même relativement mauvais. J'ai préféré enlever certains points dans certains domaines et en mettre dans d'autres, en me disant que j'étais pas un entraîneur tellement de formation, mais plutôt de mentaliste, quoi, si j'ose dire. Vous voyez, il y a quand même une jolie progression en une année et demie sur les attributs, notamment mentaux, mais pas que. Donc ça, c'est par rapport au développement. Je l'enverrai en stage de formation dès que je vais pouvoir le faire. À mon avis, fin de saison, je l'envoie pour aller chercher un diplôme continental A. Ensuite, par rapport au modèle économique, une question que j'ai déjà évoquée, parce qu'elle est centrale avec Parme, il y a ce problème de stabilité et d'arriver à trouver un modèle qui va être en adéquation, je dirais, avec les futurs contrats de nos très bons joueurs. Donc, stade de très petite capacité. Il est très vieux, hein, Ennio Tardini, hein, dans les années 20, hein, il a été construit. Il y a également très peu d'abonnés. Et donc, en fait, ce qu'on va chercher toujours à développer, là, on fait plus environ 4500 de moyenne de spectateurs en plus par rapport à la saison précédente, c'est logique. Et en fait, il va falloir essayer de remplir Tardini le plus possible, et puis après, essayer d'aller gratter des primes de compétition. Donc ça dépend un peu de nos résultats, et à mon avis, en découleront de manière tout à fait naturelle tout ce qui peut être de l'ordre du sponsoring et des partenariats. Donc voilà, on n'exclut pas non plus à un moment donné peut-être une très grosse vente d'un joueur
très très désirés par un immense club européen qui sont prêts eux à dégainer les pépettes. Autre point que je voulais évoquer comme base de discussion avec vous, la question de la tactique. Alors moi j'oscille entre un 4-2-3-1 et un 4-1-1-3-1, sachant que ma colonne vertébrale c'est Naumov, Semedo d'un côté et de l'autre, et puis Verbancic bien sûr, Tirkati en défense centrale et Etcheverry. Après, c'est là que je greffe mes latéraux, mon deuxième défenseur central, mon milieu de terrain qui accompagne, donc soit devant la défense, soit un petit peu plus positionné un petit peu plus haut, et mes ailiers. Mais quelque part, ils sont interchangeables ceux-là. Là où, par contre, ma base d'équipe, Semedo, Etcheverry, Verbancic, Tirkati, Naumov, 5 joueurs, n'est pas vraiment interchangeable. Si je ne mets pas un de ces joueurs-là, le niveau de mon équipe baisse. Voilà, et puis sinon, j'ai remarqué quand même que le 4-5-1 avec Fatikanti devant la défense à l'extérieur contre les gros, ça marche pas mal. Il y a eu pas mal de contraintes aussi au niveau du moral, je suis obligé de satisfaire tout le monde, c'est assez difficile. Et puis sinon, au niveau de l'entraînement, j'ai commencé à mettre mon nez de manière un petit peu plus, on va dire, poussée à l'intérieur de tout cela. Alors si je laisse certaines choses en automatique, je vais souvent répartir les rôles à l'entraînement des préparateurs. Des fois, on essaye d'aller en chercher un peu meilleur. Il faut toujours monter le niveau de préparation. Et puis, c'est sur l'entraînement individuel que j'ai commencé vraiment à essayer de m'en mêler, à prendre en charge l'entraînement de pas mal de joueurs. Là, c'est juste une petite séquence que j'ai filmée, que j'ai enregistrée pour vous montrer voilà, quel type de choix je fais. Mais c'est absolument pas représentatif de tout. Juste pour vous dire, voilà, je suis allé fouiller et je suis allé chercher du développement personnalisé pour les joueurs, mais de manière vraiment individuelle. Semedo, par exemple, en tant que renard des surfaces, il me paraît évident que les déplacements offensifs sont capitaux, pour donner un exemple parmi tant d'autres. Donc, je pense qu'il faut avoir le souci des détails dans ce jeu. C'est ça qui m'amuse, moi. Vous me direz ce que vous pensez de ces petites choses-là. Qu'est-ce que vous faites? Tiens, ça m'intéresse. Moi, j'aime beaucoup savoir ce que font les autres, parce que ça m'apprend des choses. Dites-moi, parlez-moi. Et je vous dis à très vite pour forcément la deuxième partie de saison avec ce Parma qui est quand même assez prometteur, faut quand même le dire. On a une réussite pour le moment qui est assez fabuleuse. On verra si tout s'écroule ou si finalement on arrive à faire aboutir le projet dans une des compétitions, puisqu'on est en course encore dans 3 compétitions. A plus, bye bye.